Merci Antoine pour l'espoir qui donne le film. Voilà. J'aimerais revenir un peu sur ce que tu as commencé à nous raconter en début de séance, c'est-à-dire un peu les origines, la genèse du film. Parce que quand même, suivre quelqu'un qui commence des études en médecine, ça impliquait quand même, un certain cadre, une certaine durée dans le temps de tournage et tout ça. Voilà. Et si j'ai dit ça aussi, c'est parce que j'ai un peu l'impression, en regardant ta filmographie, que tu aimes bien ça, que tu aimes bien les défis et jouer un peu avec, voilà, te mettre ton propre cadre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu l'as conçu comme ça ou Bah, tu sais, voilà, ça fait 14 ans, je pense, par rapport au tout début. Alors, je disais qu'il n'y avait pas vraiment de jeunesse du projet. C'est vrai que moi, j'ai proposé, la veille de sa rentrée en première année de médecine, à mon frère, de filmer toutes ses études à venir. Alors, c'est sûr que je ne savais pas trop ce qui deviendrait, mais alors c'est vrai que ça, j'y ai pensé la dernière fois parce que j'étais sûr qu'on irait au bout, quel que soit le bout, sans savoir ce que c'était. Et je dis qu'il n'y a pas eu de genèse, mais il y a eu les 13 ans qu'on a passés ensemble avant, qui fait que je lui ai proposé à lui, et pas forcément à d'autres, hein. Et quand j'ai commencé à chercher un peu des archives, je suis retombé sur cette archive où il regarde Barry Lyndon, je pense qu'il y en a qui ont encore connu. Et je me dis qu'en fait, c'est là où j'avais la garantie qu'il se passerait quelque chose, enfin, en tout cas qu'il réfléchirait, quel que soit le domaine qu'il aurait choisi, à comment l'exercer. C'est que vous avez un gamin qui, à 10 ans, connaît Barry Lyndon Parker, Freudon, Schubert et Haydn, sans savoir que c'est Schubert, on s'en fout de ça, mais qui est déjà, en fait, ça m'a étonné de le voir à 10 ans, ce truc, j'avais oublié que je lui avais montré qu'il connaissait à ce moment-là. Donc il y a ça quand même, il y avait cette connivence entre nous depuis le début du fait, bon, je pense du décès de notre père, mais voilà, de la différence d'âge, enfin un tas de choses qui faisaient qu'on était assez proches. Et c'est vrai que spontanément, je lui ai proposé ça, il était super content, je lui montrais déjà les films que je faisais à l'époque et tout ça. Et donc, ça a été une sorte de collaboration, quand même, ce film plus spécifiquement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il organisait lui en amont, donc surtout avec à l'intérieur des services et tout ça. Donc ça s'est voilà, formé par des blocs, pas à pas. Après, l'idée de travailler dans le temps, ça c'est un peu utopique. Je pense que n'importe quel réalisateur rêve de travailler dans le temps long, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'à partir du moment où on se permet ça, tout change. C'est-à-dire que quand vous avez un projet comme ça, c'est sûr que c'est sous-financé, enfin c'est même pas financé pendant très longtemps, donc il y a des problèmes de moyens qui conditionnent la manière de filmer aussi. En fait, tout est lié, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver, mais je suis tout seul à tourner, parce que je ne pourrais pas avoir évidemment de technicien sur une durée pareille. Mais ça me donne une liberté totale de réaction, de réadapter ma manière de fonctionner. Donc ça s'est fait, ouais, voilà, ça s'est fait petit à petit, et c'est quelque chose que j'essaye de défendre en fait. J'ai du mal à être, parce qu'il y a des gens qui me disent qu'est-ce que tu voulais raconter, mais c'est impossible quand on filme un gamin, enfin un gamin, il a 17 ans quand je commence à le filmer. Moi, je ne sais pas ce que je veux raconter. Je me dis, je vais voir ce qui va se passer et je vais essayer de transmettre en gros les différents moments de vie. D'où le fait que c'est impossible pour moi d'être dogmatique au niveau de la forme aussi. C'est très dur de dire je vais filmer de telle manière quand ça va être sur 10 ans. Parce que moi-même, je change. En 12 ans, je deviens moins dogmatique aussi, peut-être un peu plus libre. Au départ, il y a un peu des conventions que je m'oblige un peu, genre qu'on m'entende pas. Enfin, je sais pas, plus petit à petit, c'est de plus en plus free. Je sais pas si vous avez vu, mais et puis bon, parce que ça permet de créer une connivence aussi avec le spectateur. En fait, il y a quelque chose. Puis on est frangin quand même, on va pas faire semblant. Donc voilà, moi je suis plus free aussi dans ma manière de filmer, et lui change aussi dans sa manière de s'exprimer. Donc j'essayais de trouver un peu des manières de filmer différentes en fonction des moments. Tu vois. Bon, c'est une grosse digression, mais pour répondre à, ouais. oui, autour Dis-moi. de cette temporalité très très longue de travail. Et si Ça me rassure, ça. Tu vois. Moi, la temporalité, ça me rassure le temps long. Je me dis pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous le faites pas écrire. Je me dis, de toute manière, il se passera un truc parce que, comme je te disais, je ne crois pas aux grandes histoires. Je me dis, bon, c'est à moi d'essayer de faire exister qui que ce soit. Donc c'est sûr que mon frangin, il aurait pu peut-être être taiseux. Parce que je m'aperçois, moi, en découvrant les images, que ça marche dans le dialogue, que quand il est face caméra, il se passe quelque chose et que ça peut surtout passer pour un spectateur. Donc, mais s'il n'avait pas été comme ça, j'aurais trouvé d'autres formes. En fait, on est tout le temps en train de trouver des formes, voilà, à des sujets, des lieux et tout ça. Donc, ouais. Et pendant toutes ces années, parce que bon, il se trouve qu'il poursuit ses études, c'est une chance. En tout cas, le résultat, il est là, ce film-là aujourd'hui. Comment ça s'est passé ton travail? Parce que
Bon, enfin, les images, j'imagine que tu as tourné tout au début. Comment tu les as habitées tout ce temps-là? Est-ce que il y a eu des moments de visionnage, de travail qui se faisaient, de montage au fur et à mesure, ou est-ce que tout ça, ça a pris la forme finale à la fin? Enfin, parce que de façon classique, voilà, un film, on écrit, on tourne, on monte. Enfin, ça, c'est dans le monde idéal, ça se passe pas comme ça très souvent, mais d'autant plus avec cette temporalité. Alors c'est sûr. Non, alors déjà pour répondre à la question de manière très simple, moi je regarde pas les rushs du tout avant d'attaquer le montage. Donc j'ai découvert, par certaines images, 12 ans après. Alors on en parlait aussi pourquoi je me suis arrêté. Puis après je rebondis juste ce que tu dit. À partir de quand s'arrêter? Parce qu'on a démarré, on savait qu'on irait au bout, mais quand s'arrêter? En fait, ça s'est arrêté au moment que vous avez vu à la toute fin, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai cette chute. Il ne devrait pas y avoir de chute, mais il y a une chute qui est assez naïve, à laquelle je souscris totalement, hein, il faut voter à gauche. C'est le début de quelque chose, mais je me dis c'est marrant pour un film comme ça que d'un coup il y a une chute, parce qu'on s'attend à ce qu'ils disent un truc énorme, le mieux pour la médecine, et ça tombe là-dessus. Et en même temps, c'est la base. Mais voilà, donc là, à partir du moment où j'ai ça, je me dis ok, bon, j'arrête de filmer, je pars en montage. Et là, je regarde les images. Et donc je découvre les images, je découvre entre autres le long plan séquence, je ne sais pas si vous en pensez, mais où il est seul face cam en Bulgarie, à Sofia, et où parle de notre père, quoi. Alors là, c'est sûr que là, ça a un peu orienté aussi le film, parce que je savais qu'évidemment ça avait une importance, je ne savais pas comment appréhender ça. Les fois où c'était appréhendé directement, où je posais des questions, je trouvais ça lourd en fait. C'est quand même des trucs un peu finaux. Même au sein d'une même fratrie, on ne vit pas du tout de la même manière, les décès, tout ça. Donc quand je découvre ça, bon, qui s'est approprié une idée, parce que moi je donnais plein d'idées, il n'était pas là, donc moi j'allais pas filmer en Bulgarie, donc je lui dis bon, si tu veux tu peux te filmer en webcam, et c'est lui qui s'approprie cette idée pour en faire un journal intime. Moi j'ai aucune idée de savoir si ça marche ou pas. Généralement les journaux intimes ça marche pas, hein. Pour des gens extérieurs, pour des tierces personnes c'est pas évident. En regardant ça, je me dis que la manière dont il s'exprime peut fonctionner, donc là je découvre ça sur la famille, et après donc petit à petit. Alors pour le montage plus spécifiquement, parce qu'en effet c'est un projet de montage, hein, parce que moi quand je filme, j'accumule des images pendant des années, des blocs, sans du tout savoir quel usage je vais en faire ou comment ils vont s'articuler entre eux. J'ai des idées théoriques, mais enfin, le montage c'est génial parce que c'est très pratique, donc moi j'adore essayer des trucs, on peut essayer sans fin en plus en montage, donc c'est passionnant. Et donc c'est au moment du montage que je monte tout par bloc, vu que je n'ai pas disons, de conduite, pour rien m'interdire, disons, enfin bon, je pense pas tout, mais pour essayer de m'interdire le moins de trucs possible, je monte tout. C'est-à-dire je monte tout par bloc. Tu vois, par exemple, j'ai un service, j'ai 5 heures, disons 30 heures sur un service, je réduis à une demi-heure ou à 20 minutes. Donc j'ai plein de blocs montés, comme ça, de fragments. Et après, petit à petit, naissent des liens, ouais, à la fois par le boulot, en affinant petit à petit le travail de montage et tout ça, et à la fois il y a des trucs qui viennent aussi naturellement, il y a des trucs un peu magiques parfois dans le montage, donc c'est là où des liens se tissent, des agencements et tout ça, et puis petit à petit, en gros il y avait 3 axes, enfin moi j'ai trouvé, mais ça c'est à vous de me dire, mais il y avait en gros la famille, lui, enfin la famille, donc nos rapports de frangins, lui, son développement, donc c'est sa réflexion, ses changements et tout ça, et puis la médecine, en fait. C'est ça que j'ai essayé d'articuler, tu vois, 3 axes. Et ça représente quelle quantité de temps de travail ce montage? Parce que si vous montez toutes les rushs, vous les visionnez en tout cas, vous les montez, mais vous en avez une quantité astronomique, j'imagine. 350 heures, je crois, tu vois. Est-ce que c'est long? C'est à peu près ce que j'ai pour mes autres projets. Donc là, j'ai peu filmé par année, mais j'ai filmé sur une longue période. Tu vois, donc 350 heures, bah, oui, ça paraît long. Surtout au départ, parce que vu que j'ai pas de scénario préexistant, ça pourrait être des possibilités infinies, mais en même temps pas tant que ça. Donc il y a des... Non, il y a moyen quand même de réduire. Donc ce que je fais en pratique, ben, je m'isole complètement pendant, en l'occurrence, 6 mois. Et je bosse, mais vraiment, je m'isole, je fais pour ne pas avoir à sortir acheter à manger pendant 6 mois. Donc je congèle de la nourriture pendant... si, parfois, peut-être que tous les mois, je vais acheter des trucs. Ça, c'est pas bon pour la santé. Ouais, de la soupe aux lentilles. Mais voilà, je congèle ça, et donc je mange. Je sais pas quelle heure il est du jour et de la nuit. Et ça, j'adore, parce que c'est pas que c'est compliqué le montage, mais il faut être totalement immergé dans le truc, parce que vous avez 350 heures, donc déjà il faut prendre le temps de tout regarder, et puis surtout il faut prendre le temps, enfin faut après avoir tout de suite une idée de comment ça peut répondre à tel truc. Et donc au bout de 6 mois, voilà, 7 sur 7 et tout ça, là je commence à avoir quelque chose. Puis après je fais des projos.
pas avec des professionnels, parce que j'appréhende toujours la vie de professionnel, parce que c'est toujours conditionné par je ne sais quel truc, mais avec n'importe qui, les spectateurs, en fait, comme moi. En fait. Donc, et puis, ça se décante pendant un certain temps. Pendant 6 mois, j'organise des projets et j'avance petit à petit comme ça. Ces projections sont avec des gens que vous ne connaissez pas forcément. Non, ouais. Ouais. Je suis partenaire avec un ciné à Besançon, donc on organise un peu des trucs comme ça, où les gens peuvent venir. Mais puis ça me permet de laisser du temps, de revenir un peu dessus. Donc, vous voyez que tout ça, disons que c'est pas très compatible avec une production. Et bon, ça pose quelques problèmes. J'en ai eu 8, je crois, en toute production. Pas sûr que sur celui-là, mais en 15 ans. 8, vous savez qui ça s'est toujours mal passé. Et j'ai toujours tendance à croire que c'est pas de ma faute. Mais bon, là, au bout de 8, il faudrait quand même que je me pose des questions, mais je sais pas, peut-être, un peu quand même. Non, mais la dernière, peut-être que ça se passera bien. Je sais pas. S'il y a des questions, bien évidemment. Enfin, il y en a une déjà. Public. Alors, le micro, s'il vous plaît. Je tiens à dire que vous avez fait un excellent travail de réalisation, dans un premier temps. Enfin, je trouve, par rapport au fait que c'était sur différentes époques, différents modèles de caméra, et je trouve ça assez impressionnant. Et ensuite, ma question c'est, est-ce qu'il y avait un message derrière votre documentaire ? C'est vrai que ça, moi, je pense pas en termes de message. Puis à chaque fois qu'on me demande, je ne connais pas trop le sujet de mes films, tu vois, parce que j'essaye d'évoquer des trucs plutôt que de dire vraiment. Ou, je défends jamais de thèse, tu vois, je fais jamais un film à thèse. Et puis encore une fois, sur un film comme ça, c'est très difficile au départ d'avoir un message, tu vois. Là, moi, j'essaye d'abonder dans le sens de la personne que je filme. Et ce qui est intéressant avec mon frère, et ça me touche à 2 titres, en tant que frangin, je vois que mon frère donc, s'émancipe un peu du déterminisme de la famille et tout ça, et un médecin différent de notre père, et a des problématiques aussi peut-être plus sociales, tu vois. Donc ça, c'est super. Ça, j'étais plutôt content de ça, parce qu'il aurait pu, par exemple, choisir d'être chirurgien, tu vois. Chirurgien orthopédiste, par exemple, imaginons. J'ai rien contre, hein, mais là c'est ultra technique, c'est super compliqué la médecine. Dès que ça devient technique, quand je filme même ces stages et tout ça, on n'y comprend rien. Moi, j'y connais toujours absolument rien après l'avoir filmé pendant 12 ans. Donc, heureusement, il choisit assez rapidement d'être généraliste. Et là, c'est super, autant pour moi que pour les spectateurs, que pour vous, parce que déjà, on arrive à se projeter. Et puis, il commence à y avoir de plus en plus, au fur et à mesure, des problématiques sociales. Hein, tu vois. Et ça, c'est ça que je trouve génial. Donc, c'est lui qui impulse vraiment, enfin, qui donne les thèmes du film. Et qui rentre en écho avec d'autres choses, avec des choses auxquelles je suis totalement d'accord, tu vois, mais ça vient vraiment de lui. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, il y a plusieurs sujets, mais qui vont dans cette direction-là, d'une préoccupation. En fait, c'est une approche humaniste. Moi, je pense que il aurait choisi un autre domaine. Je pense que le film n'aurait pas été si différent que ça. Tu vois. Il se serait interrogé d'une manière comment être humaniste dans mon domaine. Enfin, tous, on a cette possibilité-là d'exercer de plein de manières différentes. Et donc, ça, je suis content de découvrir ça. Ouais. Il y a une question là. Il y en a plusieurs. Enfin, il y en a plein. Bonjour, merci beaucoup. Très travail magnifique, j'ai adoré. J'ai 2 questions, sans vouloir monopoliser la parole. La première, c'est rebondir sur la phrase où enfin il y a quelque chose de beau à filmer. Alors, est-ce que vraiment tout l'hôpital en France est moche d'un point de vue Et d'ailleurs, il y a une image où il traverse une baie vitrée et il regarde. On a l'impression qu'il regarde l'architecture de l'hôpital et pour la première fois, il voit quelque chose de beau. Je ne sais pas si c'est une bonne interprétation. C'est la première. Et la deuxième, c'est sur son évolution personnelle. Alors, peut-être qu'il ne faut pas répondre à ça, je ne sais pas. Au tout début du film ou de sa vie, je ne sais pas, il est très incroyablement lumineux dans des moments très stressants. Et à la fin, quand il a abouti, il est peut-être... il s'est mis à fumer, il est plus sombre. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce qu'il est devenu sinistre ? Non, mais c'est vrai que ça va vers de plus en plus de gravité, je trouve. Ouais, en effet, il est de plus en plus même dans la réflexion, plus lent. Enfin, en effet, il y a cette évolution-là. Est-ce que ça l'a affecté ? Ça, c'est plutôt à lui de dire. C'est quand même dur, quoi.
il évoque vaguement le doute, on peut faire un film entier sur le doute des médecins, mais c'est quand même une angoisse sourde, permanente en fait, qu'ils ont quand même les médecins, de se tromper, ils se trompent tout le temps en fait. N'importe quel médecin, avant juste, il nous le disait pas, enfin, on le savait pas, mais en fait il y a toujours eu ça quand même, et ils se trompent hein, de fait aussi. Donc c'est sûr que je pense que c'est une charge hein, quand même petit à petit. Après, ouais. Et puis Marseille, c'est à la fois génial le château en santé parce qu'ils sont solidaires, le lieu est totalement différent, mais c'est des sociologies super difficiles. C'est-à-dire que c'est vraiment très violent, c'est dans les quartiers nord de Marseille. Donc c'est vraiment un havre, vraiment une bulle au milieu de vraiment un quartier super violent avec ouais, des problèmes de parents, de tout ça. Donc c'est sûr que ça joue sur un peu tout le monde, hein, tous les médecins quand même. Ouais. Et sur la beauté, ça c'est sûr que j'ai pas mis en plus, mais il y a eu des discussions là-dessus. Lui il déplorait ça en fait, qu'il n'y ait aucune notion de beauté au sein de l'hôpital. Parce que lui s'est toujours intéressé à plein de trucs, mon frère. Donc au début c'était ça le plus dur. Pour lui c'était de renoncer en fait, de renoncer à ce qui l'intéressait, parce que les médecins, c'est complètement chronophage, c'est exclusif en fait d'apprendre la médecine les premières années. Donc il faut abandonner l'idée d'aller au ciné, de faire de la musique et tout ça. Donc lui, c'était ce qui lui posait le plus problème au départ. Et ce truc, c'est que moi, tous les lieux se ressemblent. C'est vraiment, et ça, c'est vraiment ennuyeux pour moi, parce que je filme 12 ans, et c'est super d'avoir des identités particulières dans chaque lieu, mais il y a toujours ces horribles murs pastels, des reproductions de sous Van Gogh, des monnaies partout, mais tout est moche. Mais ouais, ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que le château, c'est trop bien, parce que si le château avait ce mode de fonctionnement, mais dans un lieu complètement classique d'hosto, ça trancherait moins. Et en fait, là, tout tranche au château. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça a une incidence évidemment sur les patients. En fait, c'est immédiatement. Il n'y a jamais d'espace vert dans les hostos, ce qui est incroyable. Donc, ceux qui fument se retrouvent sur une dalle béton coincée entre deux barres. Donc, c'est sûr que ça compte. Mais de même que la nourriture, la chaîne froide, je pense que ça génère aussi des maladies ou des déprimes incroyables, alors qu'avant il y avait des cuisines. Donc c'est sûr que tout ça, non, ça c'est dommage. Et qui plus est pour moi, Alors moi j'aurais adoré. C'est pour ça que quand il y en a qui me disent c'est bien qu'il fait médecine, moi je dis s'il avait fait soudeur, j'aurais préféré à filmer. Hein. Il y a les étincelles, c'est énorme. C'est Voyage au bout de l'enfer, l'ouverture. Enfin bon, il y a plein de références qui sont trop bien. L'hosto, j'aurais eu moins de spectateurs, puis j'aurais eu moins de salles. Hein. S'il avait fait soudeur, et je l'aurais déploré, parce que je pense que le film aurait été le même. Ouais. À la fin de votre film, vous mettez à suivre. Alors c'est à suivre dans la médecine, à suivre votre frère, ou à suivre parce que vous allez refaire la même expérience dans un autre domaine. Ou encore autre chose. Non, mais à suivre, je pourrais le mettre à la fin de chacun de mes documentaires, parce que c'est en général des documentaires longs et avec des gens qui deviennent de fait des amis, des intimes, et qui ont une sorte d'évidence aussi à filmer. Et puis vu que moi j'aime le temps long et les évolutions et tout ça, à chaque fois je me dis je pourrais prolonger en fait, ou reprendre, ou continuer. Là sur mon frère, on va continuer de bien s'entendre, lui va faire ce qu'il fait, donc je pourrais tout à fait très facilement faire quand il faisait des maraudes aussi à Marseille, ça aurait été passionnant, mais il m'aurait fallu beaucoup de temps. Il faisait plein de trucs. Mais là, le château en santé, c'est vraiment un lieu. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que évidemment, quand vous avez des lieux aussi forts. Le lieu est beaucoup plus intéressant que ce que je montre. Je n'ai pas le temps en fait, de montrer les subtilités de ce lieu, l'interaction incroyable qu'il peut y avoir quand même avec les quartiers et tout ça. Donc ça, c'est super compliqué. Il faut un film en soi sur le château. Et du reste, il y en a un film de France TV d'une heure. Voilà, dès que vous avez des lieux super forts, il faudrait vachement de temps. Donc si je devais refaire quelque chose avec mon frère, probablement ça se passera, ce serait de rester dans un lieu et rester sédentaire. Là, c'est sûr que l'enjeu était pas forcément d'être longtemps dans les lieux, mais d'avoir le plus de lieux possible. Donc, c'est autre sujet. Ce qui pouvait être frustrant. Hein. Souvent, moi, en général, dans mes projets, j'ai un lieu et j'y reste très très longtemps avec les mêmes personnes. Là, ce qui était dur, c'est que c'était un éternel recommencement. Vous voyez, à chaque fois, je devais raser les murs, me faire tout petit dans les services. Je connaissais personne. Au moment où je commençais à connaître les gens, je partais. Donc, c'était assez dur. Mais en effet, ça peut être à suivre. Mais les autres aussi. J'ai aussi filmé, alors maintenant c'est marrant, ça va bientôt faire 12 ans, mais des ados que j'avais rencontrés par hasard dans le nord de la France. Et je les ai filmés, ils avaient 14 ans. Voilà. Et là, je continue de temps en temps d'y aller. Donc, voilà. Et ça, vous pouvez dire, parce que ça fait référence au film, plusieurs films Wesh Crow. Ouais. Et juste parce que c'est assez drôle la façon dont vous avez choisi le sujet de ce film. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter brièvement ?
Ouais, bah, en plus, ça, pour le coup, alors que j'ai fait des films ou un peu plus où je suis traversé la Russie et tout ça, mais pour le coup, c'est pas ça qui était le plus aventureux. Ce qui était le plus aventureux, c'est que, en revenant de C'est assez bien d'être fou, d'un film assez long que j'avais fait avec Zo Project, pour ceux qui connaissent, euh, j'étais justement, alors je vous disais que j'aimais pas écrire les projets, et on était quand même toujours forcé de les écrire, donc vous pouvez, parfois, moi je les écris pour les financer, sans du tout me sentir obligé de suivre ce que j'ai écrit, hein, heureusement. Si vous avez une petite chaîne, vous pouvez vous permettre ça. Si vous avez Arte, par exemple, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il vous impose des monteurs, puis en gros, vous respectez ce que vous avez écrit. Donc bon, bref, mais donc j'avais pas envie de faire ça, et même si vous vous sentez pas obligé de respecter ce que vous avez écrit, inconsciemment, vous allez essayer de provoquer ce que vous avez écrit. Enfin, il y a aussi ce truc quand même. Donc à un moment donné, je me suis dit, non, finis ça, je vais tirer au sort une ville en France, je vais aller y habiter pour faire des films sans savoir lesquels. Donc ça, je trouvais que ça avait quand même un peu de panache. Donc j'ai tiré au sort parmi 153 villes de potes qui font des tournées dans des endroits parfois improbables. Donc j'avais beaucoup de. L'idée c'était de ne pas avoir des trop grandes villes parce que je m'étais dit je pourrais essayer de raconter la ville. Donc bon, faut pas que ce soit immense. Et donc le sort a désigné Aniche. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une ville du nord de la France à côté de Douai. Enfin, voilà. Ville, je ne me gêne pas pour le dire, parce qu'eux-mêmes le disent, c'est quand même assez sinistré, il n'y a plus rien, ancienne ville minière et tout ça. Et donc j'ai pris un appartement là-bas, j'y ai vécu pendant 1 an et demi, et je filmais, en fait je me suis présenté comme ça, je n'ai pas fait semblant, hein, je n'ai pas dit que j'étais autre chose, je dis je suis là, je vais faire des films, je ne sais pas lesquels, donc il y avait des périodes où je me disais, bon à ce mois-ci je filme tous les coiffeurs, après je filme tous les restaurateurs, après, bon. Je ne sais pas dans quel but, mais justement sans me sentir obligé d'aller au bout, en filmant, et puis j'attendais qu'un truc se passe. Et je me suis fait embaucher, ça fait tordu ça de dire ça, mais je me suis fait embaucher dans un centre information jeunesse à un moment donné, parce que j'essayais de tout connaître dans la ville, ce qui était assez marrant en fait. Et à un moment donné, j'ai fait des gaufres à des ados pendant un moment. Et là, je me suis bien entendu avec certains, j'avais commencé à filmer, à discuter avec eux, puis je les ai retrouvés sur la place du village. Et je leur ai proposé de passer mon quotidien avec eux. Et puis j'ai commencé à filmer vraiment des ados qui zonent. En fait, les rangs, c'est un peu des ados sur une place. Avec ceux qui s'entendaient bien, il y a eu des interviews, des discussions et tout ça. Puis sont nés plusieurs films. Et ça, j'aimais bien parce que pour la première fois, j'avais l'impression que ça se faisait dans le bon sens. Que j'étais choisi autant que je choisissais. J'ai refusé de caster les ados parce que j'aime pas ça, caster dans le documentaire, ça me fout mal. Donc j'essayais de faire exister un peu tout le monde. Voilà, donc... c'est vrai que ça s'est fait dans ce sens-là. Alors, il va sans dire que ça aussi, c'est impossible à financer. Hein. Je ne suis pas un rentier, hein, parce qu'on croirait que je vis de mon boulot, je vis que de mes projets. Il n'y en a jamais qui gagnent énormément, mais ça me permet de garder le statut d'intermittence. Donc, ça vivote quand même. Donc, ça va. C'est faisable. Mais là, c'est sûr que c'est pendant que j'avais une intermittence sur un autre projet que je suis parti dans le Nord. Mais j'aimais bien cette idée-là, j'aimerais bien. J'avais décidé de la systématiser. Je voulais tirer au sort une ville à l'étranger aussi, de partir m'y installer, tout ça. Oui, mais entre-temps, il y a eu le tournage de Toubib. Je pense que c'est fait un parallèle. Et encore, pour rebondir autour de l'écriture, parce que vous dites que pour vous, c'est une espèce de contrainte qui ne vous convient pas, mais qu'il faut passer pour avoir des financements. Mais bon, pour d'autres, l'écriture, elle structure un peu la pensée. Elle fait un peu, c'est un peu le guide, le chemin comme ça qui va nous guider lors du tournage, du montage, de toutes les étapes à venir. Donc, si pour vous c'est pas l'écriture, dans le cas de Toubib, qu'est-ce qui était un peu en dehors du fait que vous filmiez tu filmais ton frère, pardon. C'était quoi que tu allais chercher, ou peut-être que ça... Tu vois, moi je dis que j'aime pas l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est le tournage, par exemple. Tu vois, je tourne beaucoup. Enfin, je tourne beaucoup, ouais. Enfin, si, ça passe pour beaucoup, 350. Mais, ouais, parce que écrire, alors, je réfléchis en même temps, en quoi ça m'aiderait. Si c'est bien de fantasmer, par exemple, les projets, je les fantasme à fond, tu vois. C'est assez bien d'être fou, oui, si, on fantasme tout le temps. Mais le réel me stimule plus, en fait. Il y a un truc, puis le réel, enfin, il n'y a pas vraiment d'idée de réel, puis c'est toujours racialisé, mais disons que ce que je ne prévois pas m'intéresse davantage que ce que je prévois. Parce que... ou alors je suis capable d'attendre très très longtemps pour ce qui se passe, quelque chose que j'ai envisagé. Ça, c'est vrai. Et à force d'attendre, ça peut arriver. Mais jamais je le provoque, j'arrive pas à faire ça, tu vois, déontologiquement. Alors qu'encore une fois, il y en a d'autres qui le font, et ça peut très bien passer. Hein. Mais c'est vrai que moi, je m'interdis ça. Je fais jamais
rejouer quoi que ce soit, refaire un truc, ou dire est-ce que tu pourrais me reparler de ça de telle manière pour que ça tienne en tant de secondes. C'est pour ça que je fais aussi apparaître les noirs, c'est-à-dire que quand je fais des coupes, en général on les voit, quoi, et qu'il n'y a jamais de plan de coupe. Je filme jamais à deux caméras pour pas avoir cette magouille qui permet de couper et puis d'avoir direct les moments saillants dans les propos et tout ça. Ça je fais pas trop, mais enfin je fais même pas du tout. Donc, mais c'est vrai que oui, voilà, c'est à force de filmer que je commence à réfléchir à des trucs et que ça me donne tout de suite des idées de montage pour après quand même. Tu vois, il y a ça. Et qu'en général, c'est pas non plus naturaliste. Je me permets de monter sur de la musique avec plein de plans à des moments. Tu vois. Mais c'est des fragments qui sont assumés comme tels, comme disons que j'ai une matière assez brute que j'essaye de rendre cinégénique par le montage, et donc ouais, parfois des accélérations. Il y a autant des plans séquences super longs, hein, de 6 minutes, que des séquences qui condensent énormément de plans. Donc j'essaye de reproduire après les moments en fait, que j'ai filmés avec ça. Mais donc non, l'écriture... bon, après, si, quand même, j'y réfléchis, j'écris un peu. Non, puis c'est plus ça pour moi, parce que j'écris aussi au moment où je demande des subventions, donc j'ai déjà tout tourné, donc j'écris ce que j'ai fait. Et donc ça me permet d'avoir les ronds, et surtout, après, d'avoir la main sur les productions. Parce que c'est quand même toujours un peu ce genre de truc. Et sur les diffuseurs, parce que c'est le risque, parce que vous fantasmez des choses, vous dites, puis après, les diffuseurs ou les productions, elles prennent ce que vous avez écrit pour acquis. Donc ils se disent, ah c'est génial, il va se passer ça, ça, ça. Et si vous ne l'avez pas, ils vous disent, mais pourquoi il n'y a pas ce que tu as écrit? Et ça, c'est super problématique pour moi. Mais, puis moi, j'aime bien être surpris. Tout ce que j'essaye tout le temps, alors là, c'est peut-être moins manifeste dans ce film-là, mais généralement, je filme en plan large, parce que je me dis, il y aura peut-être des trucs dans le fond qui se passeront. Enfin, j'essaye quand même de provoquer ça. Et puis on le voit peut-être, vous me direz, mais avec la relation que j'essaye de nouer avec les patients. Tu vois, parce qu'il y a une espèce de jeu là-dessus. C'est-à-dire que j'essaye tout le temps, on le voit peut-être à Marseille, dans les consultations de médecine générale, j'essaye de créer une espèce de chaos en regardant tout le temps les gens. Quand il y a des gosses, j'essaie qu'ils foutent le bordel. Enfin, je suis tout le temps essayé qu'ils me regardent. Même moi, il y a beaucoup de regards caméra où ils s'adressent à moi. Où, en général, je peux passer devant, donc ça tout se mélange entre le tournage et la vie au moment où je filme. Et c'était d'autant plus nécessaire dans ces cabinets de médecine générale, là j'y pense, que c'est super confiné, c'est exigu. Et Angèle, mon frangin, il partait en fait en cours de route parce qu'il allait demander l'avis au médecin, enfin à l'autorité, disons supérieure. Et donc je me retrouvais tout seul avec les patients. Alors à ça deux, avec une caméra quand même relativement grosse, donc bon, c'était le malaise. Donc eux me demandaient si ça allait aller pour eux. Je les rassurais, je leur disais n'importe quoi. Il y avait un truc, c'était n'importe quoi. Moi, j'y connaissais rien, mais voilà, je leur disais si, ça va aller, et tout ça. Parce qu'Angèle, il me stressait parfois. J'ai l'impression qu'il Enfin, c'est les nouveaux médecins. Les nouveaux médecins, ils rassurent pas. Ils sont beaucoup plus. J'ai l'impression qu'avant, on nous disait n'importe quoi, ça va aller, c'est bon, puis on se permettait pas. Alors que maintenant, ils montrent qu'ils doutent, qu'ils savent pas et tout ça. Mais bon, bref. En tout cas, j'essayais de nouer des rapports avec les patients pour dédramatiser la situation et puis aussi qu'ils acceptent en très peu de temps la caméra. Parce que moi, j'arrive, je les connais pas, on leur demande l'autorisation avant qu'ils rentrent. Enfin, il faut quand même. Donc, ouais. Il y a des questions en attente là-bas. Mais en fait, moi j'avais une question, mais vous venez plus ou moins d'y répondre. C'était justement la question qui m'interrogeait en tant que secrétaire médical, donc je connais un peu le domaine. C'est comment a-t-il pu, avec son frère aussi rapidement, faire en sorte de pouvoir filmer son frère, les patients, les termes médicaux qu'il utilise. Enfin, il y a le secret professionnel. Il en parle d'ailleurs, votre frère, à un moment donné. Je trouve ça très vrai. Heureusement qu'entre professionnels, on peut échanger là-dessus. Mais je me suis demandé, dans toutes les situations où il y a une patientèle avec votre frère, comment vous avez fait pour être aussi bien et rapidement intégré avec votre frère, quoi. Il y a plusieurs paramètres. Je pense que la première chose, c'est que j'étais seul à filmer, vous voyez. Donc, il n'y a pas d'équipe, parce que c'est ça aussi. C'est parfois problématique de ne pas avoir d'équipe au niveau de l'image et du son et tout ça, mais on n'aurait pas pu avoir ces rapports-là aussi directs avec une équipe, parce que c'est envahissant, s'il faut un preneur de son, un cadreur, enfin, c'est tout de suite stressant en plus. Donc déjà, il n'y avait que moi. Déjà, on était frères. Alors ça aussi, ça rendait la chose assez sympathique, je pense. Puis voilà, moins rapace, vorace, disons. Il y avait évidemment... alors encore une fois, vu que je me donne un temps infini de tournage, il n'y a pas la nécessité de forcer les choses. C'est-à-dire qu'immédiatement, dès qu'il y avait une réserve et tout ça, évidemment, on ne filmait pas. On filmait que les gens qui avaient envie. Et puis on voyait bien ceux qui étaient quand même stimulés par le truc. Donc ça, on a pu... Après, plus pour l'administration, par exemple, comment j'ai pu avoir les autorisations. La première année, on ne les a pas. Et donc, à partir de la fin de la première année, c'est le service de communication du CHRU de Besançon
qui s'est intéressé au projet, et on a eu cette autorisation, et après c'était à négocier au cas par cas avec les chefs de service. Et en fait, ça, on ne nous a jamais refusé. Alors il y a des endroits où on ne demandait pas, par exemple psychiatrie, on ne demandait pas parce que là il y avait trop de problèmes avec les tutelles, avec les autorisations, c'était impossible d'avoir. Des services aussi problématiques pour d'autres raisons, par exemple le gynéco, enfin tous des trucs comme ça, on ne demandait même pas. Donc là on a plutôt... on n'a pas de choses aussi vraiment secrètes. Alors, c'est arrivé, par exemple, au château en santé, où j'expliquais aux patients, ils étaient d'accord pour donner des autorisations, mais ils parlaient mal le français. Je m'apercevais en cours de consultation, en fait, qu'ils donnaient des éléments qui pouvaient être très, très problématiques, en fait, de famille et tout ça. Donc ça, évidemment, j'arrêtais de filmer et je ne le mettais pas. Donc c'est une sorte de, voilà, de dosage. Mais je pense que c'est surtout le fait de ne pas avoir d'équipe, d'être super réactif, de jamais forcer les choses, voilà, qui permet un rapport vraiment direct en fait. Encore une fois, c'est le fait de se donner du temps, je pense que ça simplifie vraiment les choses aussi à ce niveau-là. Quoi. Eh ben, merci beaucoup pour ce film qui est excellent et qui est très précieux et très nécessaire aujourd'hui, vu dans quelle situation les médecins sont traités en Europe et aux États-Unis comme une manne par toutes les assurances, etc. En même temps, bon, le fait que votre frère dise qu'il y a du doute tout le temps, ça c'est super intéressant. Alors il y a des choses qui m'ont un peu étonnée parce que j'ai une amie de mon âge qui est médecin. Elle me dit qu'aujourd'hui, des jeunes collègues lui disent non, on n'examine pas le patient, il est assis et eux ils sont sur leur ordi et ils écrivent, alors que votre frère il continue à examiner, donc ça m'a beaucoup rassurée. Alors une petite question comme ça, un détail, il y a un sac, il portait un sac en bandoulière, peut-être dans la première année, et je l'ai vu le même sac 10 ans pratiquement après. Bien vu en fait, exactement. Il me manquait une image, oui, mais vous avez bien vu. C'est totalement anachronique par rapport à ce que je montre. C'est en effet bien avant. Bravo. D'accord. Donc, ce n'est pas un sac qu'il a gardé 10 ans. Ce n'est pas un sac qu'il a gardé 10 ans. Non, c'est un peu une arnaque de montage. Non, mais il me manquait une image. Donc bon. Et un service. Ouais. Bon. Merci beaucoup. On a des spectateurs très attentifs. Hyper important ce film aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'avais juste une question sur la première année. Est-ce que vous avez eu peur à un moment de le déconcentrer pendant qu'il révisait ? Alors, attends, je réfléchis en même temps. Quand est-ce que... Après, vraiment, il ne s'intéressait pas forcément à moi. Tu vois. Les fois, on le voit réviser, parce qu'il y a ça, en fait. Il y a les révisions où lui bosse. Donc là, moi, je filme, mais j'interviens jamais. Et il y a les discussions. Donc là, c'est lui qui me disait. J'ai le temps, là, on peut discuter. En fait, les discussions, c'était toujours lui qui initiait le mouvement. Moi, je lui disais, je suis là à cette période, et puis lui, il réfléchissait à des choses dont il avait envie de me parler. D'ailleurs, il y a des gens, quand il est là, ils lui demandent quelle incidence a eu le film, le fait d'être filmé sur ta réflexion. Et en fait, lui, il dit que justement, ça l'a forcé à chaud réfléchir à ce qu'il était en train de vivre. Ce qui est rare, parce qu'en général, on part, surtout les jeunes et tout ça. Et donc, ça, c'est sûr que c'est lui qui me disait, viens à tel moment. Bon, pour tout dire, si je me suis fait engueuler une fois par notre mère, parce que la veille de la rentrée, je le filmais, et c'était censé le déstabiliser et tout ça. Mais ça. Après, on l'a totalement évincé du projet, et tout s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait de l'appréhension de la famille. Dans notre famille, personne ne voulait qu'il fasse médecine, on avait envie qu'il fasse autre chose, parce qu'on est tous dans des autres trucs, donc c'est marrant, il n'y avait pas la surstimulation médecine, on se disait, ah, le pauvre et tout ça. Donc... Mais non, je ne l'ai pas dérangé. Ce qui était gênant quand même pour lui, c'est que les premières années, tu vois, quand on filmait, ça c'était super intimidant. Parce que lui, il était donc externe, enfin même avant, en première année. Et puis il allait voir le chef de service en disant, il y a mon frère qui voudrait me filmer, c'est un film sur moi. Alors qu'il était rien du tout, quoi. Donc là, je sais que ça le mettait dans un état de gêne avancé, quoi. Donc ça, c'était compliqué pour lui. Et après, au fur et à mesure que ça avançait, c'était beaucoup plus simple parce qu'il commençait à prendre du grade et du galon, et puis de l'assurance surtout. Et non, ça n'a jamais eu d'incidence sur son travail parce qu'en plus, la première, je ne sais pas si on l'entend, mais il finit quand même 5e en première année. Alors que, bon, moi je ne m'y attendais pas du tout, la famille non plus. On espérait juste qu'il passe en 2e année, mais ça a surpris tout le monde. Donc il avait un côté vraiment travailleur. Ouais. Il avait fait une prépa quand même en parallèle. Ouais.
Et, pardon, j'en ai une deuxième qui me vient au moment où vous répondez. La scène où il se fait engueuler, est-ce que vous l'avez pris pour vous quand le docteur il dit on n'est pas là pour faire du théâtre? Bah, il le dit, ouais, il le dit pour ça, hein, je crois. Ouais. Après, c'est marrant les chefs de service parce que, en général, Angèle, il me disait, quand tu viens filmer, ils sont très présents. D'un coup, ils s'intéressent. Enfin, ouais, bon, c'était pas tous, mais en l'occurrence, ouais, il dit ça. Je pense que c'est la volonté un peu de le gêner parce que c'est filmé, ouais. Ouais, de pas être complaisant en tout cas. Mais moi, j'étais content de ça. Je me suis pas gêné pour le mettre. Ouais. Alors que c'était une des seules fois où il s'est fait reprendre, mais pas de bol, c'était filmé quoi. Pour lui. Bonjour, moi j'ai une question plutôt technique sur le financement, puisque tu en parles. Puisque tu n'as pas du tout, j'imagine, eu de financement pendant le tournage, comme tu le disais, à quel moment tu t'es dit que tu aurais peut-être besoin d'un peu de sous et comment ça s'est passé pour financer la post-prod, les musiques, ce genre de choses C'est encore en cours d'ailleurs. Ça, faudra en discuter. Vous demanderez aussi à Mathieu Amalric, ça serait intéressant de savoir comment il fonctionne. Mais c'est vrai que très souvent, le rythme est impulsé par les productions. C'est super compliqué. On nous dit il faut bosser à fond, puis d'un coup, c'est on n'a pas l'argent, donc il faudra faire une pause pendant 6 mois, reviens après. Peut-être que tu es là-dedans aussi, mais ouais. Donc c'est super compliqué de maintenir en fait un enthousiasme pour les projets, puis de continuer de travailler dessus, et puis en étant tout le temps interrompu. Donc moi, ma technique, comme je le disais un peu, c'est que j'autofinance donc les prises de vue pendant que j'arrive à être intermittent avec d'autres de mes projets. Et c'est au moment où j'attaque le montage. Donc là, j'essaye de trouver des financements. Ce que je fais, c'est que depuis 2-3 projets, je fonctionne comme ça. Je monte moi-même 2 épisodes de 52 minutes pour la télé. J'ai une version ciné de 2 x 52 pour les télés. Et voilà. Mais après, c'est impossible de dire. Moi, j'ai pas la recette parce que ça marche jamais vraiment. Et encore une fois, je travaille jamais avec les mêmes personnes. Je suis obligé de rechercher une prod à chaque fois. Donc, oui, c'est des questions plus vastes de financement. Le documentaire de création, pour le coup, pour pas paraphraser quelqu'un que j'aime pas, il est en mort cérébrale, parce que il n'y a pas de documentaire de création. Il existe quasi plus. Même Arte, qui est la moins pire des chaînes. Enfin, c'est sûr que là, il y a vachement de reportages. Si vous regardez Arte par hasard la journée, ce n'est que des documentaires plutôt exotiques doublés, avec une voix off en général, des trucs. Et c'est dommage, quoi, parce que aussi ça vient du fait de ce truc d'écriture. C'est que tout se fait par écrit et tout est jugé avant même qu'on ait pu faire une première image. Ce qui est totalement présomptueux. Je me dis, mais comment peut-on écrire un projet sur des gens évidemment réels ou un truc réel? Enfin, moi, je déteste cette idée. Même si ça peut aider, évidemment, mais il faudrait que ce soit pas jugé que là-dessus. C'est-à-dire que moi, le projet, une fois qu'il a été tourné, évidemment, ça intéressait toutes les chaînes. Mais sauf que quand au tout début, ça n'intéressait personne. Les gens rigolaient en fait de partir là-dessus. Et surtout, on nous parle de documentaires tournés dans la durée. Moi, je pense que vraiment tous les réalisateurs n'aspirent qu'à ça, tourner dans la durée. Mais il y a très peu de films qui se font, étonnamment. Là, justement, Amalric, il a fait un film sur 12 ans aussi, que j'ai pas vu. Mais bon, je pense que le fait de s'accorder du temps, de toute façon, on est obligé d'aboutir à quelque chose de bien. C'est impossible de rater quelque chose comme ça. Mais les références, on me sort tout le temps. Vous avez peut-être vu cette classe de primaire filmée dans les années 80. Que sont-ils devenus? Ou je sais pas, qui est un truc super, quoi. Mais il devrait y en avoir plein des trucs comme ça. Et à chaque fois, les références sont. Il y a très peu de films en fait qui se font dans la durée. Durée qui est aussi, c'est complètement un lieu commun ce que je dis, mais c'est ontologiquement une problématique de cinéma. Enfin, le cinéma traite de la durée, du temps long, arrive à faire passer ça. Donc je ne sais pas, sur la prod, on pourra en discuter après, mais c'est toujours compliqué. Je ne sais pas comment. Moi, il y a un plan séquence que je n'ai pas trop compris. Là. Je crois que ça s'intitulait « Moi, 23 ans », avec un jeune garçon sur un canapé. Ou vous j'ai pas... C'est mon frangin, en fait. C'est lui à 10 ans et moi à 23. Tu vois. Mais en effet, c'est vrai qu'il y a des gens... Alors c'est pour ça que j'avais titré, mais c'est vrai que c'est encore pas clair. C'est vrai. Mais j'avais même pas pensé que ça pouvait encore être pas clair, mais ce que vous me dites, ça va quand même. Ouais. Mais c'est vrai que d'un coup, il y a un saut dans le temps, on voit un gamin. Mais avant, j'avais pas titré, alors là, d'un coup, les gens voyaient un gamin qui n'avait rien à voir, donc... Puis moi, qui est, quand même changé. Donc, ouais. Bonjour, j'avais une question concernant
ce que vous avez filmé de votre frère, moi j'ai l'impression qu'on voit finalement, malgré tout les moments difficiles, le doute et tout ça, on voit quand même un poisson dans l'eau. Enfin, moi pour sortir d'études assez proches, ces études de sage-femme, c'est un peu moins long, un peu moins, voilà, c'est quand même très difficile. Même si je les ai faites plus tard, et je pense que ça m'a protégée, alors que quand on est très jeune, on est vraiment aux prises avec plus de stress, plus de choses impressionnantes. J'étais assez frappée du fait de ça. Est-ce que c'est des choses que vous avez édulcorées dans les questionnements qu'il a pu avoir, dans les moments difficiles qu'il a pu avoir, ou est-ce que c'est peut-être, je me suis dit, moi, mon interprétation, c'est peut-être cette distanciation dont il parle à un moment, dans ce plan séquence là où justement il parle de votre père, cette distanciation émotionnelle. Est-ce que vous pensez que c'est aussi peut-être quelque chose qui l'a protégé voilà. En tout cas, ça m'a frappée parce que je sais pour l'avoir vécu que quand on a, et pour avoir accompagné des camarades à moi qui étaient beaucoup plus jeunes, qui avaient 20 ans, qui se retrouvaient la première fois confrontés à une patiente qui parle de violences sexuelles, par exemple, ou de situations sociales extrêmement compliquées, de situations d'accompagnement de la mort. On pourrait balayer plein de choses. Et que quand on a 20 ans et qu'on n'est pas encore soi-même, qu'on n'a pas encore beaucoup vécu, tout simplement à cause du temps qui passe, parfois c'est très 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 difficile de savoir comment réagir et c'est très impactant émotionnellement. C'est sûr. Monsieur disait que ça se voyait sur son visage petit à petit aussi. J'imagine que oui, tout concourt à ça. Non, c'est pas la volonté pour moi de ne pas avoir mis ça. C'est pas forcément sorti. Je réfléchis en même temps au rush parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Après, il y a plein de discussions, plus de fond. C'est compliqué comme dosage. Quand on fait un film comme ça, on ne peut pas partir sur des réflexions de fond qui nécessiterait encore une fois un film en soi. C'est-à-dire que ce serait passionnant de faire un film là-dessus avec cet axe-là, parce que c'est une réalité, je pense que pour toutes les personnes qui sont dans le train, parce que moi-même, quand j'assistais par exemple aux consultations dans le château, je finissais lessivé une journée. Voilà, des abus sur des gamins tout petits, enfin, ouais, des questions de trucs comme ça, et c'est sûr qu'eux sont face à ça en permanence, doivent encaisser, d'où le fait, lui... il dit à un moment donné, il dit moi j'aimerais être à fond, aller 6 mois à fond, machin. Sauf que maintenant il dit plus ça en fait, parce qu'il a besoin d'être avec une équipe au château, il aime bien parce qu'ils discutent de tout, ils échangent, et puis ça c'est une soupape quand même, hein, donc c'est sûr, c'est pas trop sorti dans nos discussions. Et puis c'est pas le moment où il est le plus jeune, parce que ça arrive plutôt quand on commence à exercer, qu'on est face aux patients et tout ça, parce que les stages, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais les stages, voilà, dans les blocs et tout ça, peut-être aussi, je sais pas. Ouais. Alors bonjour, moi j'avais une question, c'était, j'ai trouvé ça marrant parce qu'on avait le résultat au concours en première année, mais je sais aussi qu'il y a un résultat au concours en 6e année qui est peut-être même plus décisif. Je voulais savoir, c'est ça, et je voulais savoir pour quelle raison... Ah oui, ça je l'ai vu dans la version télé. Son D'accord, classement à l'ECN, après l'ECN. Oui, c'est ça, je voulais savoir pour quelle raison il n'était pas... Eh ben, non, il est incroyablement moyen. D'ailleurs, ça le vexait trop. Il est au milieu. En fait. Il n'a pas du tout brillé à l'ECN. Ouais. Okay. L'ECN, pour ceux qui savent, c'est à mi-parcours et puis ça permet les mieux notés peuvent faire en gros chirurgien, les moins bons peuvent faire généraliste. Quand même incroyable, enfin, pour simplifier. Mais ouais, il était un peu vexé quand même. Peut-être la nôtre un peu moyenne, mais enfin, il a des capacités extrêmement brillante par rapport au poste finalement qu'il exerce en tant que médecin généraliste, parce qu'il y a quelque chose de facilité des paroles, comment il s'adresse aux patients, l'empathie, tout ça, ça rayonne dans le film. On a envie de croire qu'il est comme ça en réalité, et ça donne aussi le ton au film. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais ça, ils ne le prennent pas en compte dans les examens. En fait, ça aussi, mon frère, ce qu'il déplorait dans l'enseignement, parce qu'on lui demande qu'est-ce que vous changeriez dans l'examen. Lui, il ne sait pas, en fait. Mais il dit juste qu'il faudrait ouvrir ça à de la philo, même à de l'histoire de l'art. Enfin, qu'il faudrait qu'il y ait d'autres disciplines, en fait, qui rentrent là-dedans. Bon, après, il y a un boulot de fou, hein, donc il faudrait peut-être enlever des trucs pour ajouter des trucs. Mais en tout cas, permettre d'être plus ouvert à des choses, parce qu'il disait les médecins, les collègues, il n'y a pas le temps en fait de s'intéresser à trop de trucs, donc c'est dommage, parce que pour des généralistes,
les sciences humaines, enfin c'est trop bien quand même de pouvoir être là-dedans. Mais c'est vrai que ou la pédagogie, ou comment on explique les choses. Au château, ils expliquent beaucoup, en fait, ils sont vachement dans la pédagogie. Ce que j'ai pas du tout réussi à faire passer là, par exemple, dans le château, et c'est normal, c'est la durée des consultations. Les consultations, elles durent minimum une demi-heure, plutôt 1 heure, quoi. C'est un truc complètement dingue, en fait. Avec des traducteurs en permanence qui expliquent, ils font des dessins, enfin ça c'est génial, quoi. Mais ça, pareil, si on peut pas, dans un film condensé comme ça, faire sentir la durée, mais ouais. C'est super important quand même la durée en tant que patient, parce que, surtout maintenant, il est quand même question plutôt de réduire, faire des téléconsultes, je crois, ça existe déjà. Les téléconsultations, en effet. Bon, je sais qu'il y a... Ah, il y a peut-être une dernière question. Une dernière, bonjour, merci encore, on a passé tous, je pense, un très très bon moment. Une question, je ne sais pas si on vous l'a déjà posée, mais est-ce que votre frère est heureux? Parce qu'au départ, on voit un petit bonhomme qui fait médecine, bon, il est même surpris d'être 5e, etc. Il a beaucoup bossé. On voit l'évolution, on voit ce qu'il est devenu. On a tous envie d'avoir un médecin comme lui à la fin, parce que quand on sait ce que sont certains jeunes médecins à l'heure actuelle, qui effectivement ne vous auscultent pratiquement plus. Et l'amour dans tout ça. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a eu, parce qu'il n'y a pas du tout, hormis une personne, une jeune fille qu'on voit à un moment. Est-ce qu'il a eu le temps d'avoir une vie épanouie ou pas, ou est-ce qu'il a vraiment renoncé à tout pour être donc le médecin idéal qui vraiment ne veut faire que ça et ne veut que se consacrer à ses patients? Merci. Vous m'en demandez beaucoup là, parce que il y a même des choses que moi je ne sais pas, donc heureusement que vous non plus. Mais alors, est-ce qu'il est heureux, épanoui? C'est dur de dire ça de quelqu'un d'autre. Moi j'ai l'impression, il est à Marseille. Lui, il me dit que par exemple le château c'est un hasard qu'il y soit. Moi je trouve pas du tout. En fait, tout l'amenait à être dans ce lieu aussi. Donc parce qu'il y avait beaucoup de questionnements. Ces questionnements ont l'air un peu résolus quand même au château. Donc en tout cas le lieu où il est, si c'est. Mais il n'y a jamais une manière idéale en même temps d'exercer. Ça reste dur, en effet, comme vous disiez, c'est que c'est quand même pesant, hein, de toute manière. Donc quand bien même, il y a une super équipe. Et puis le château, ce qui est super compliqué, c'est que c'est associatif. C'est-à-dire que c'est comme toutes les assos, les trucs associatifs, c'est que vous perdez, non, ça c'est ma manière de voir, je ne suis pas très associatif peut-être, mais il faut discuter de tout, en fait. Tout le temps, c'est très très long, donc c'est une implication incroyable en fait d'être au château, parce que tous décident à l'unanimité, donc vous êtes impliqués à tous les niveaux. Le château, ça dépasse bien, c'est bien au-delà de la santé, donc c'est sa vie en fait quand même. Tous ceux qui bossent au château, c'est un peu leur vie. Donc je pense qu'il est content d'être là. Alors au niveau des copines, là, je dois vous dire que je ne sais pas, parce que alors moi ça m'intéresse assez peu. J'arrive pas à m'intéresser. C'est vrai, c'est mon problème aussi, mais je ne peut-être. J'ai croisé, je croise quelques-unes de ses copines de temps en temps, mais c'est pas très pérenne, je dirais, de l'extérieur. Est-ce que ça se pérennise? Je suis pas sûr. Non, l'actuel, je ne sais pas. Je lui demanderai là en rentrant, mais. Ouais, je pense qu'il est content. Il est content d'être à Marseille. Ouais, ouais, c'est ma sœur. Ouais, on a encore un frère et une sœur. Ouais. Bah, c'est ma sœur qui fait aussi la musique. Enfin, en général, j'embauche toute la famille. C'est aussi dû au manque de budget. Je fais réinterpréter par la famille. Ça m'arrange. Dylan, c'était beaucoup moins cher, voire gratuit, fait par ma sœur et mon frère, plutôt que de dealer avec la maison de disques. Mais ouais. Bon. Je suis désolée, je sais qu'il y a encore des questions, mais il faut qu'on libère la place. Vous pouvez sûrement continuer à discuter avec Antoine. Et merci pour tous ces partages et ce moment.